Comment réussir efficacement votre premier investissement immobilier, partie 2. Salut, c'est Anto, bienvenue sur cette deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos durant lesquelles je partage avec vous un plan d'action concret en 10 étapes pour faire de votre premier investissement immobilier une réussite totale. Je vous remets d'ailleurs le lien de la première vidéo si vous n'avez pas encore eu le temps de la visionner, durant laquelle nous avons vu les 4 premières étapes. Et lors de cette deuxième vidéo, nous allons nous concentrer sur les étapes qui vont des visites jusqu'à la signature chez le notaire. Mais juste avant de rentrer dans le détail, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air à cette vidéo, ça aide énormément au référencement, ça permet aussi de faire en sorte que la chaîne continue à grossir semaine après semaine, mois après mois. Je vous remercie infiniment et je vous retrouve tout de suite pour l'étape numéro 5. Et on va rentrer directement dans le dur puisque cette étape numéro 5 concerne les fameuses visites. Et avant même de prendre ne serait-ce qu'un rendez-vous pour visiter un appartement, vous devez d'ores et déjà faire vos devoirs. Premièrement, vous devez apprendre à faire le tri entre les différentes annonces pour être capable de déceler les éventuelles bonnes affaires. Donc vous devez exercer votre œil pour avoir un œil de plus en plus aguerri pour être capable de vous dire ok, ça c'est intéressant, ça c'est pas du tout intéressant, ça c'est potentiellement intéressant, il faut vraiment que j'aille visiter pour voir si c'est quelque chose qui peut éventuellement rentrer dans mes critères. Donc faites d'abord ce premier travail de tri, c'est la première étape avant même d'enclencher un rendez-vous pour visiter un bien immobilier. Alors pour faire ce tri, vous devez absolument vous construire vos propres critères pour savoir si une annonce va se concrétiser par une visite. Vous pouvez par exemple décider que vous allez éliminer tous les appartements qui ont des charges de copropriété trop élevées. Et là, je vais reprendre les propos de Mehdi de la chaîne Du Concret ou Rien, donc dédicace si tu regardes cette vidéo, qui dit qu'il élimine d'office les appartements dont les charges de copropriété dépassent 15% du loyer envisagé. Donc ça, c'est un très très bon critère pour commencer à faire un tri entre les différentes annonces. Vous pouvez également décider d'éliminer tous les appartements qui se situent par exemple en rez-de-chaussée, notamment si c'est un rez-de-chaussée qui donne directement sur la rue. Et aussi faire en sorte d'avoir un œil tellement aguerri que vous allez repérer grâce aux photos les appartements qui se situent dans un immeuble que vous savez par exemple être insalubre. C'est quelque chose qui m'est personnellement arrivé. J'avais regardé une annonce et je me suis dit tiens, je reconnais l'immeuble quand j'ai vu les photos. Et je me suis rappelé que j'avais vu un article dans un journal régional qui évoquait que dans cet immeuble, il y avait eu une invasion de cafards et qu'en plus, tous les voisins n'avaient pas accepté d'ouvrir leurs portes. Donc, ils n'avaient pas pu traiter ce phénomène d'invasion de cafards. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de critères qui vous permettent de faire un premier tri parmi les premières annonces que vous allez regarder. Bien évidemment, ce sera à vous de faire votre propre liste, de construire vos propres critères. Là, ce ne sont que des exemples. C'est vraiment à vous de faire vos devoirs, sans non plus partir dans l'extrême d'être trop restrictif, d'avoir 50 critères parce que potentiellement vous risquez de passer parfois à côté de bonnes affaires. Je vous donne un exemple. Imaginons que dans votre liste, vous avez un critère selon lequel vous éliminez d'office toutes les annonces qui ne comportent pas de photos, sans même prendre le temps de regarder le descriptif de cette annonce. Potentiellement, par moment, vous risquez de passer peut-être à côté d'une bonne affaire parce que peut-être qu'en face de vous, vous avez simplement une personne qui n'a pas eu le temps de prendre des photos ou qui n'avait pas encore des photos vraiment à son avantage, donc qui a préféré mettre une annonce sans photo en attente d'intégrer des photos par la suite. Et vous, le problème, c'est que si vous vous arrêtez au fait qu'il n'y a pas de photos en vous disant ça doit être un appartement qui est pourri, je vais vraiment passer aux autres annonces, sans même regarder le descriptif, et bah peut-être que finalement vous avez raté une pépite. Alors que d'autres personnes qui se sont dit ok, je vais quand même aller voir sur place. Et en fait, elles se rendent compte en arrivant que c'est un appartement qui est génial. Et c'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu des personnes qui ont réussi à faire de bonnes affaires avec des annonces qui n'avaient pas de photos parce que ça a éliminé plein de personnes qui n'ont même pas pris la peine d'aller visiter. Donc, trouver le juste milieu entre se construire des critères précis pour faire un premier tri dans les annonces sans non plus partir dans l'extrême d'avoir 50 critères et de potentiellement passer à côté de bonnes affaires. Deuxièmement, une fois que vous avez fait cette sélection d'annonces qui vous paraissent intéressantes, vous devez absolument préparer efficacement vos visites. Tout d'abord, vous devez vous construire un tableau dans lequel vous allez intégrer tous les éléments importants qui vont vous permettre de faire votre calcul de rentabilité. Je vous remets d'ailleurs le lien de la vidéo dans laquelle je vous expliquais en détail quelles sont les différentes façons de calculer la rentabilité en investissement immobilier. Donc dans ce tableau, vous allez mettre le prix affiché, donc le prix de l'annonce, l'estimation des frais de notaire, la taxe foncière, les charges de copropriété. Donc c'est vraiment les éléments importants qui vous permettront de faire ce fameux calcul de rentabilité. Ensuite, vous allez vous construire une liste de questions hyper précises à poser soit à l'agent immobilier, soit au vendeur directement si c'est une vente en direct. Donc des questions du type de quelle année date la chaudière, de quelle année date le dernier ravalement, qui est le syndic de cette copropriété
Et y a-t-il des projets de travaux dans cette copropriété sur les prochains mois ou les prochaines années? Vous devez également faire en sorte de vous fixer des rendez-vous qu'on peut appeler des rendez-vous intelligents, en évitant par exemple de condenser toutes vos visites lors de la même matinée parce que vous allez être pressé, vous allez avoir tendance à être négligent, à passer à côté de certains éléments importants. Donc prenez votre temps, ne soyez pas pressé. Donc ça c'est le premier point à prendre en compte. Également, en ce qui concerne la prise de rendez-vous, évitez le plus possible les visites de nuit parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir naturellement tendance à faire lorsqu'on est dans la période hivernale parce que voilà, il fait nuit très tôt, il fait nuit à 17h. Si on prend un rendez-vous à 17h30, 18h, 18h30, on va pas forcément se rendre compte de tous les détails à regarder dans l'appartement. Donc c'est également quelque chose que je vous conseille d'éviter. Donc fixez-vous des rendez-vous intelligents, c'est quelque chose qui va grandement vous servir pour la suite et prendre votre décision sur la meilleure base possible. Et enfin, une dernière petite astuce qui paraît toute bête, mais qui a toute son importance. Pensez à bien dormir la veille de vos visites. Parce que si à l'inverse, vous arrivez en ayant l'esprit embrumé parce que vous n'avez pas dormi de la nuit ou parce que vous avez eu que 2 ou 3 heures de sommeil, forcément vous allez passer à côté d'éléments importants. Vous allez regarder ça de loin, vous allez peut-être faire même une offre que vous allez regretter par la suite. Donc vraiment, mettez toutes les chances de votre côté pour arriver dans les meilleures dispositions, avoir le cerveau alerte et regarder tous les éléments dans les moindres détails. On arrive maintenant au moment le plus important, la fameuse visite. Premièrement, vous devez absolument vous imposer pour ne pas juste subir le rythme de la visite parce que, surtout si ce n'est pas votre nature, vous allez avoir tendance à vous laisser un petit peu guider par l'agent immobilier ou par le vendeur si c'est une vente en direct et vous risquez à la fin de vous sentir un petit peu frustré parce que vous allez vous dire « Ok, j'ai l'impression d'avoir loupé certains points importants, j'aurais peut-être bien voulu retourner voir certaines pièces de l'appartement ou de la maison. » Donc surtout si ce n'est pas votre nature, faites un travail sur vous pour vraiment apprendre à vous imposer en gardant en tête que c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui avez une vraie décision à prendre. Donc si vous avez besoin de passer plus de temps dans telle ou telle pièce, dites-le à l'agent immobilier ou dites-le en vendeur sans non plus tomber dans l'extrême de la personne qui arrive en mode conquérant qui dit c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui décide, c'est moi qui impose le rythme de la visite. Voilà, trouvez le juste milieu, mais c'est un point qui est essentiel pour vraiment prendre les meilleures décisions possibles. Deuxièmement, vous devez absolument ne pas vous laisser piloter par vos émotions. Ce fameux effet coup de cœur qui peut clairement se retourner contre vous, vous devez prendre le contrôle sur vos émotions. Gardez en tête que vous êtes là pour acheter une seule chose, des mètres carrés qui doivent être rentables. Troisième point, là je vais reprendre les propos de Gilles Grimm, un des plus gros investisseurs immobiliers en France dont je vous ai déjà parlé, qui dit que dans l'immobilier, un de vos plus gros ennemis, c'est l'humidité. Vous devez par exemple vous assurer qu'il y a bien une VMC et qu'elle marche correctement. Donc là je vous donne une petite astuce, vous prenez un petit bout de papier toilette, vous le collez à la bouche d'aération. S'il reste collé, c'est que ça aspire bien. Si le papier tombe directement, c'est peut-être qu'il y a un problème et que vous devrez peut-être changer la VMC. Donc ça c'est une première technique qui est très intéressante. Ensuite, vous allez frapper sur les différents carreaux de carrelage pour voir si ça sonne creux, parce que si ça sonne creux, vous savez que vous allez potentiellement devoir changer la faïence ou le carrelage au sol parce que la colle est clairement détériorée derrière le carreau de carrelage. Donc ça c'est des petites techniques qui sont très intéressantes pour savoir un petit peu les frais que vous allez peut-être devoir subir par la suite sur tel ou tel appartement ou sur telle ou telle maison en ce qui concerne l'humidité. Pensez également à ouvrir les différents robinets pour vérifier la bonne étanchéité. Pensez aussi à faire vos propres calculs de superficie parce que parfois on peut avoir de grosses différences entre ce qui est annoncé sur le papier et ce qu'on a réellement sur le terrain. N'oubliez pas qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et enfin, un énorme conseil, pensez à visiter l'environnement immédiat du bâtiment dans lequel se trouve l'appartement ou l'environnement de la maison que vous avez sélectionné, parce que parfois un quartier qui paraît plutôt sympa la journée se transforme la nuit. Donc visitez cet environnement à différents moments de la journée, différents moments du soir et différents moments de la nuit pour être sûr de votre choix. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, ce sera à vous de la compléter ou de la modifier. En tout cas, gardez le principe en tête d'avoir le maximum de critères qui vous permettent de réduire au minimum le risque lorsque vous décidez de vous positionner sur un appartement ou sur une maison. On passe maintenant à l'étape numéro 6, une étape très importante, l'étape de la négociation. Avant même de commencer à négocier, vous devez absolument poser certaines questions qui vont vous donner encore plus d'atouts pour attaquer efficacement cette négociation. Des questions du type: depuis quand cet appartement ou cette maison est en vente? Y a-t-il déjà eu des offres? Et quand est-ce que les propriétaires ont acheté cet appartement ou cette maison? Cette simple question va vous permettre de savoir grosso modo quel était l'état du marché immobilier lorsqu'ils ont acheté.
et s'ils ont encore un crédit immobilier sur le dos. Donc ça, c'est vraiment des atouts pour ensuite entamer efficacement une négociation. Concernant votre offre d'achat, je vous recommande tout d'abord de faire des offres qui sont limitées dans le temps. Donc par exemple, offre valable pendant 48 heures ou 72 heures, parce que tout de suite, vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a peut-être d'autres appartements ou d'autres maisons dans le viseur et qui a donc besoin d'avoir une réponse rapide pour savoir ce qu'il en est en ce qui concerne sa recherche. Deuxièmement, je vous recommande de faire des offres d'achat qui sont justifiées, c'est-à-dire que vous allez expliquer pourquoi vous demandez une baisse de prix. Par exemple, parce que vous devrez changer le carrelage de la salle de bain, peut-être parce que vous devrez poser une VMC. Donc tout ceci va donner du poids à votre demande de baisse de prix, va vous permettre de rentrer plus facilement dans une négociation. Ça va être mieux accueilli la plupart du temps par le vendeur. Donc voilà, il existe bien évidemment d'autres façons de négocier. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo entière consacrée à ces différentes techniques de négociation pour vraiment faire la meilleure affaire possible lorsqu'on investit dans l'immobilier. Étape numéro 7, on pourrait la baptiser le parcours de l'acheteur. Une fois que votre offre d'achat a été acceptée et si ce n'est pas encore fait, vous devez faire venir le plus vite possible vos artisans pour qu'ils viennent confirmer votre prix parce que vous avez bien fait vos devoirs, vous aviez des idées de coûts de rénovation dans votre tête avant de faire votre offre d'achat, donc ils viennent simplement confirmer ce prix-là. En plus, ça va vous permettre d'avoir des devis à présenter le plus rapidement possible à votre banque. Vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, qui prend les choses en main, qui prend les choses au sérieux. Donc ça, c'est un signal qui est très très positif vis-à-vis de votre banque. Ensuite viendra le moment de signer le compromis, que ce soit à l'agence immobilière ou chez le notaire. Je vous conseille de prendre directement rendez-vous dans votre banque dès la signature de ce compromis et d'assurer vos arrières en prenant des rendez-vous dans d'autres banques, parce que si vous comptez uniquement sur votre banque et que finalement vous essuyez un refus, vous allez perdre plusieurs semaines et au moment où vous allez voir une autre banque pour solliciter un prêt immobilier, ils vont se dire mais pourquoi vous avez attendu un mois ou un mois et demi avant de venir nous voir? Dans leur tête, ils vont se dire peut-être qu'elle a déjà essuyé un refus, donc c'est pas forcément un bon message que vous envoyez à la personne que vous avez en face de vous. Donc prenez les choses en main et assurez vos arrières en prenant le maximum de rendez-vous bancaires dès la signature de ce compromis. Et enfin viendra la signature finale chez le notaire durant laquelle vous allez récupérer les clés de votre premier investissement immobilier. Dernière recommandation, voire dernière obligation par rapport à ça, pensez à aller faire une dernière visite, que ce soit la veille ou quelques jours avant cette signature finale, pour vérifier que l'appartement ou la maison sur laquelle vous vous êtes positionné est toujours dans le même état que lors de la signature du compromis. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permet d'avoir toutes les cartes en main pour dénicher une bonne affaire, voire une très bonne affaire pour votre premier investissement immobilier. Dites-moi dans les commentaires quelle est pour l'instant l'étape qui vous pose le plus de problèmes parmi les 7 étapes que nous avons vues durant les 2 premières vidéos de cette série. Durant la 3e et dernière vidéo, nous verrons les étapes 8, 9 et 10 qui nous amèneront jusqu'à la mise en location de votre premier investissement immobilier. J'espère avoir contribué à vous rendre plus aguerri au moment d'investir pour la première fois en immobilier. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.